Bonjour tout le monde. Bonjour YouTube. Il paraît qu'il y a un live. Merci d'être là et vous êtes super nombreux, ça fait plaisir. Je ne m'attendais pas à ça. Revenez dans le passé, il y a quelques milliers d'années dans l'Antiquité. Levez les yeux au ciel. Ce serait cool d'aller explorer l'espace. Avant qu'on construise des fusées, on a imité le vol des oiseaux en s'accrochant des ailes dans le dos. On a construit des planeurs, ça s'est souvent mal terminé. Puis Léonard de Vinci a étudié les machines volantes, sans succès. On a fait des montgolfières, une réussite française. On a inventé le moteur, puis les ballons dirigeables, avant de créer des planeurs légers. Et puis l'avion, en 1903, avec les frères Wright. Dans un contexte de guerre, on a construit des missiles allemands qui ont atteint les 100 km d'altitude. Puis on a créé les premiers satellites. Et on a envoyé le premier singe dans l'espace, avant d'envoyer un premier humain dans l'espace, et de marcher sur la Lune en 1969. Toutes ces étapes intermédiaires ont nécessité beaucoup de recherches, beaucoup d'échecs et beaucoup de morts sur le chemin. En fait, beaucoup d'incréments. Si on revient sur Terre, quotidiennement, on est confronté à des choses qui ne sont pas terminées. On peut tomber sur un pont qui est en construction, ça ne va pas forcément nous perturber parce qu'on va pouvoir passer par un autre chemin. Mais des fois, ça nous impacte. Sur la route, peut-être sur le chemin ce matin, il y a eu des déviations ou bien des accidents qui ont fait qu'on a dû choisir un chemin un petit peu différent. Dans tous les cas, le changement, quel que soit le contexte, il passe par des lots de tailles différentes. Chercher à trouver la taille des lots adaptés à ce qu'on veut faire, je pense que c'est un enjeu. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à cette taille de lot idéale avec l'action de découpage. Ça peut avoir un gros impact sur notre manière de concevoir et de réaliser. Et donc, ça concerne tout le monde, et notamment les développeurs et développeuses. Alors, moi, au quotidien, je suis lead développeur, et j'essaye d'animer des ateliers, d'animer des ateliers pour essayer de découper ensemble, avec mon équipe. Avant de vous présenter des méthodes pour découper, pourquoi en fait découper finement c'est intéressant? Moi j'y vois 3 intérêts principaux. Le premier apport que je vois à découper finement, ça va être d'apporter régulièrement de la valeur. Quand je parle de valeur, je ne parle pas uniquement de valeur pour les utilisateurs finaux. En fait, on peut apporter plein d'autres valeurs à tout plein d'autres gens dans le processus de création. Par exemple, les devs, les testeurs, le produit. Créer de l'outillage interne pour construire des jeux de données, en fait, ça va avoir de la valeur en interne qui va nous permettre d'aller plus rapidement vers de la valeur pour l'utilisateur. Moi, quand je présente mon boulot, souvent, ce que je dis, c'est que je construis des briques de Lego. Et après, l'objectif, ça va être de les assembler pour construire quelque chose de plus complexe. Le fait de réfléchir à des petites briques comme ça va permettre de tester plus simplement et donc d'avoir une meilleure qualité dans chacune de ces petites briques indépendantes. Et l'objectif, évidemment, va être que cette valeur qu'on est en train de créer, ça va être de la mettre en commun le plus rapidement possible. Et ça donne une impression de progression, notamment à l'équipe. Un deuxième avantage à découper finement, c'est qu'on livre plus souvent, on réduit les risques, que ce soit lors de l'action de déploiement ou bien pour revenir en arrière, on a plus l'habitude de le faire. Et donc on peut échouer plus rapidement. Plus on découpe, plus c'est facile d'identifier la source des bugs aussi. Évidemment, ça ne fait jamais plaisir d'échouer, mais si ça arrive, autant que ça soit rapidement détecté et qu'on puisse revenir en arrière le plus rapidement possible. Au quotidien, on est confronté à plein d'incertitudes et potentiellement, on peut en déphaser certaines en choisissant logiquement des étapes sur lesquelles on aurait besoin de réponses. Ça va nous permettre d'aller adresser ce manque d'informations. Et puis des fois aussi, ça peut être juste lâcher prise. Des fois, on a tendance à être un peu perfectionniste. On est dans un métier où souvent, ce n'est pas très dangereux, les actions qu'on va pouvoir faire. Et bien, des fois, juste tranquille. Si on n'a pas terminé ça aujourd'hui, on le terminera demain. Un troisième intérêt, c'est de réfléchir à la conception. Moi, je fais partie des développeurs où j'ai du mal, en tout cas quand j'ai commencé surtout, j'avais beaucoup de mal à ne pas me dire « Ok, j'ai compris ce que tu veux faire, je vais coder ». Et en fait, l'intérêt de la conception, c'est vachement important. Il y a plein d'éléments qui sont importants.
et notamment sur les questions du découpage, si on se pose les questions du découpage avant de commencer à développer, on va détecter petit à petit des patterns, des trucs où on se dit « Ok, là, j'ai un mauvais feeling, je sens que le truc là qu'on veut faire, il est trop gros. Redécoupons-le. Faisons de l'affinage. » Si on le fait avec son équipe, ça permet aussi de s'aligner sur des concepts, sur des terminologies, parfois aussi sur du jargon technique ou bien du jargon qu'on a dans les entreprises. Le plan que je vous propose aujourd'hui, ça va être de vous donner des éléments pour vous assister dans ce découpage. Donc ça va être quelque chose d'assez concret. Et je vais prendre le parcours inverse de la production de valeur. Donc je vais d'abord poser la question de comment est-ce qu'on peut livrer sans avoir peur de casser quelque chose. Donc ça, c'est moi, dans mon travail quotidien, j'essaye avant la réalisation de réfléchir avec le produit notamment à cette méthode de livraison qu'on va choisir pour cette fonctionnalité. Deuxième point que je vais vous présenter, ça va être des méthodes pour développer en incrément. Ça va être plutôt pour la réalisation avec les développeurs, mais parfois le produit va être aussi important. Et puis le métier aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Donc là, je présenterai des méthodes de découpage technique. Et puis la troisième partie, ça va être une ouverture sur différentes méthodes pour essayer de travailler quotidiennement avec des petits lots. C'est des trucs qui ne sont pas forcément super habituels pour tout le monde et il y a plein de manières de faire. Et justement, ces méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui, elles ne sont pas à opposer. Souvent, elles sont complémentaires ou bien on va aller piocher un petit peu dans une, un petit peu dans l'autre. Soyez critiques de ce que je vais dire aujourd'hui. Appropriez-le vous et faites-en ce que vous voulez. Évidemment, l'exercice, il n'est pas évident. Le choix de la méthode, il est complexe. Un tout petit disclaimer, moi je vais me concentrer vraiment sur une seule partie du flux de valeur. Si vous avez beaucoup de lenteur en amont de la réalisation d'une fonctionnalité, peut-être qu'il faudra se concentrer sur cette partie-là. Ou bien si c'est en aval, concentrez-vous sur la partie aval. Moi je vais plutôt parler sur les choses sur lesquelles j'ai une action concrète. Donc je me concentre sur la partie au milieu du flux de valeur. Je m'appelle Yann Bertrand. Vous me retrouverez aussi sur le petit alias de Super Pigaboy, vous le verrez plus tard. Je travaille à Zenica à Nantes et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Pix. Et n'hésitez pas à me pinguer, que ce soit directement après la conférence ou bien après sur les réseaux si vous le voulez pour continuer la discussion. Je suis super intéressé pour ça. Attaquons avec des méthodes pour livrer sans crainte. Donc l'objectif qu'on va se donner tout au long de cette présentation, ça va être de livrer de la valeur sans trop impacter l'utilisateur. L'utilisateur, mais aussi toutes les équipes en interne. Donc, par exemple, le support utilisateur, on va éviter de leur donner du travail à faire, beaucoup trop de travail, et également toutes les personnes du flux de valeur. Donc, l'objectif va être de ne pas perturber l'utilisation de notre produit. Ça doit donc être cohérent avec le produit. Une première méthode pour livrer sans crainte, en fait, c'est juste de livrer au fil de l'eau. Ça peut paraître tout bête, mais c'est une première méthode. Je vous propose une petite démonstration que je vais faire dans un jeu vidéo que j'aime bien, qui s'appelle Minecraft. Hop. Alors, donnez-moi une seconde. C'est tout bon. Minecraft, c'est un jeu vidéo, mais ça a plein d'intérêts pédagogiques et je vais en profiter aujourd'hui. Alors, il se trouve que j'ai un petit serveur Minecraft où j'ai des amis, des collègues qui viennent passer faire un tour. Pour déployer ce serveur Minecraft, ce que je fais, c'est que j'ai un monde en local, j'ai en fait un environnement de développement sur lequel je crée des nouveautés, des fonctionnalités, je corrige des bugs. Et une fois que je me sens suffisamment prêt, je l'envoie en production, c'est-à-dire sur le serveur. Donc je vais rejoindre le monde local qui va me permettre de rajouter des nouvelles fonctionnalités qui me manquent. J'arrive dans ma petite maison sans prétention, avec Michel qui me regarde apparemment. Petit salon, sympa. Voilà. Un premier truc que je vais vouloir faire, c'est que sur mon serveur, aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit pour stocker des pierres précieuses. Donc, je vais créer une fonctionnalité, je vais faire une salle des coffres pour pouvoir stocker ces pierres précieuses. Hop, pour ça, rien de plus simple. Je vais poser un coffre et je vais y entreposer mes émeraudes et mes diamants. Paf. Ça a déjà de la valeur pour mes utilisateurs, donc je vais l'envoyer en production. Alors j'ai poussé le truc un petit peu loin. La mise en production de mon serveur, là, en fait, je l'ai fait directement dans mon monde Minecraft. Alors ça, il n'y a que moi qui ai accès à ce truc-là.
L'idée, c'est que quand je vais cliquer sur le bouton de mise en production, je vais faire une backup de mon monde, je vais envoyer la nouvelle version de mon monde sur mon serveur, et puis je vais m'indiquer que ça s'est bien passé. Donc là, je clique sur le bouton de mise en production. OK, cool, j'ai un feu d'artifice, c'est bon, tout va bien. Donc là, vous voyez, j'ai un petit compteur en haut à droite qui me dit que j'ai bien une mise en production. Ma version 1 est en prod. Donc là, c'est très simple ce que j'ai fait. Directement, j'ai développé une fonctionnalité et je l'ai envoyée en production. Et je n'avais pas besoin davantage de choses. Ça, c'est une méthode qui est vachement efficace, qui me sert quasiment quotidiennement. Par exemple, pour des petits correctifs, il n'y a pas besoin davantage de choses que ça. Ça peut être aussi pour des choses plus puissantes, notamment des grosses améliorations graphiques. Dans mon contexte client chez Pix, on a refondu graphiquement l'écran le plus utilisé de l'application. Et en fait, pour éviter d'avoir des trop gros impacts d'un coup, on a fait petit à petit. Donc on a d'abord commencé par changer les typographies, changer les espacements, changer les couleurs, changer les tailles de boutons, et ça s'est fait petit à petit. Donc l'utilisation, elle n'a pas été perturbée. Les utilisateurs, ils ont découvert les trucs au même rythme que ce qu'on était en train de développer. Il y a un autre contexte où ça peut être intéressant. Si jamais vous pensez qu'il y a une fonctionnalité qui pourrait être intéressante, vous pouvez potentiellement créer un bouton pour accéder à cette fonctionnalité, et qu'en fait ce bouton ne fasse rien. Alors ça peut être un peu trompeur, faut bien le nommer, mais juste pour vérifier s'il y a de l'intérêt pour ce bouton, faire des statistiques dessus. Pourquoi pas? Il y a certains contextes où ça marche. Donc, le gros avantage de cette manière de livrer, c'est donner accès rapide à la nouveauté avec des petites fonctionnalités. Et donc, on peut avoir des retours utilisateurs rapidement aussi. Par contre, si on fait que des petites choses comme ça, la fonctionnalité peut paraître incomplète. Une deuxième manière de livrer, ça va être la fonctionnalité cachée. Je parle aussi de fonctionnalité inaccessible. Donc, l'idée, c'est que là, c'est très bien ce que j'ai fait sur mon serveur. J'ai donné accès à des coffres. Problème, je me suis fait piller. J'avais déposé mes trucs, n'importe qui y avait accès. En fait, je vais cacher l'accès à ma fonctionnalité. Moi, je vais pouvoir continuer à l'utiliser sur mon environnement local. Par contre, mes utilisateurs en production, ils ne pourront pas le faire. Alors, je vais utiliser des petits coffres comme ça tout au long de la présentation qui me permettent de récupérer des objets. Ne soyez pas perturbés par ça. Donc là, je vais placer ce qui s'appelle une torche de redstone qui émet un courant électrique, on s'en fiche, qui va fermer une porte et donc je perds l'accès à mes coffres. Ça, je vais pouvoir le renvoyer en prod. J'ai corrigé une problématique de sécurité. Moi, si je veux, en local, je peux continuer à mettre des pierres précieuses dedans, mais plus personne n'y aura accès à part moi. Ça part en prod. Yes. Alors, moi, je trouve cette manière de travailler, elle est grave sous-cotée. Notamment quand on va vouloir développer un nouvel écran. Et en fait, pourquoi on s'embête à... Enfin, selon la manière de faire. Moi, j'aime bien créer le nouvel écran et juste par défaut, ne pas donner de lien pour y accéder. Et en fait, si c'est connu que des utilisateurs internes, on va pouvoir itérer super rapidement et la faire évoluer au fil de l'eau comme ça. Moi, ça m'a servi dans un contexte où on a carrément refondu une page d'accueil complète d'une application. Juste, on a dupliqué la page d'accueil, on lui a donné une URL que nous seuls connaissions en interne, les devs, les testeurs, le produit, et on a itéré rapidement dessus avant de basculer l'URL vers cette nouvelle fonctionnalité. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impact utilisateur direct, vu qu'ils ne connaissent pas. C'est possible de tester petit à petit, et une fois que c'est validé, il suffit de donner accès à la fonctionnalité, par exemple mettre un lien vers cette nouvelle page. Et un des gros avantages aussi, c'est que c'est disponible partout sur tous les environnements au fur et à mesure de nos livraisons. Un inconvénient, par contre, c'est évidemment si vous êtes dans un contexte où la sécurité est importante, on peut avoir des accès volontaires, et donc il faut faire attention à ça. Notamment, ne mettez pas des actions qui peuvent être dangereuses, des suppressions, des trucs comme ça derrière un écran comme ça. Si quelqu'un tombe dessus et l'utilise pas bien, ça peut nous gêner. Dans le monde réel, ces fonctionnalités cachées, ou ces trucs en cours de travaux en tout cas, c'est un truc qui est pas mal utilisé. On va, par exemple, une construction de bâtiment, on va laisser l'accès à ce qui se trouve dans ce bâtiment. Là, en l'occurrence, c'est des commerces.
Et on va produire un petit peu de valeur temporaire pour dire, bah oui, il y a des travaux, mais en fait, on peut aussi s'en amuser. Et pourquoi pas aussi utiliser ces choses-là dans le monde du développement en réalité. Ouais, des fois, nos fonctionnalités ne sont pas prêtes, mais on peut dire on travaille dessus et mettre un petit truc sympa pour dire qu'on y pense. Une autre manière de livrer, de manière incrémentale, c'est le feature flag. On parle aussi de feature flipping ou de feature toggle. Le concept, c'est, imaginez chez vous un électricien qui va mettre en place un système d'éclairage. Il va tout brancher, tout est fonctionnel, nickel. Mais par contre, il n'y a pas la lumière chez vous parce que l'interrupteur il est éteint. Et le concept du feature flag, c'est que n'importe qui, une personne potentiellement pas experte, va pouvoir activer la fonctionnalité. Moi, je parle de mise en service en général. Et du coup, d'un clic, on va pouvoir dire cette fonctionnalité, je la veux pas. La grosse puissance de ce truc-là, c'est qu'on peut décorréler la mise en production technique de la mise en service d'une fonctionnalité. Et du coup, l'équipe, elle n'a pas besoin d'être perturbée, elle peut continuer à travailler dans son coin pendant ce temps. Je vous montre ça. Donc là, c'est cool, j'ai protégé ma salle des coffres. Je vais faire en sorte de me simplifier un petit peu la vie dans mon quotidien. Moi, en local, je vais vouloir continuer à pouvoir l'utiliser sans avoir besoin d'aller bidouiller des trucs. Du coup, plutôt qu'une torche, je vais mettre un levier. Et le levier, il va me permettre d'actionner on/off l'accès à ma salle des coffres. Donc là, je donne accès ou non. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un feature toggle, donc un levier supplémentaire, qui va me dire si sur cet environnement où je me trouve, je veux avoir accès à la fonctionnalité, je l'active. Si je ne le veux pas, je ne l'active pas. Donc là, je vais aller dans une petite pièce cachée. Hop, si j'y arrive. Et je vais le nommer accès au coffre. Donc là, si je l'active, ce feature toggle, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je ne vais plus pouvoir accéder à mes coffres. Donc ça, en production, je vais pouvoir le laisser tel quel. Et moi, en local, je vais pouvoir bénéficier de mon levier comme je le souhaite. Voilà, vous voyez, ça ne marche plus. Ça, je vais l'envoyer en prod. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vous connecter sur le serveur, hein, tout casser, faites-vous plaisir. Ok, tout s'est bien passé. Ça va pour l'instant, j'avais un peu la pression, mais ça va. Ça, c'est super puissant comme mécanisme. Notamment si vous avez des grosses fonctionnalités à développer, des trucs qui durent sur des semaines ou des mois. Ça ne coûte pas si cher que ça à mettre en place. Et vous, ça vous permet un confort qui est quand même super intéressant. Un autre avantage, vu qu'on décorrèle la mise en production de la mise en service, c'est si vous avez un contexte où la date est importante, genre vous dites à telle date la fonctionnalité elle sera disponible, ben, profitez de ce mécanisme-là. Vous pourrez activer à une heure précise et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, pour livrer techniquement pile poil au bon moment, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être aussi utile si vous avez de la formation aux utilisateurs à prévoir ou bien de la documentation pour vos utilisateurs. Vous pouvez leur dire, bah, sur tel environnement, vous avez accès à la future version. Et par contre, en production, on va l'activer plus tard. Ça peut aussi, si vous déployez dans différents environnements, bah, vous pouvez envoyer certaines fonctionnalités seulement sur certains environnements et pas sur d'autres. Attention, par contre, ça génère du code qui est spécifique à ce besoin de feature toggle. Et notamment, si vous en avez beaucoup trop, ça peut provoquer de la combinatoire et donc vous pouvez vous perdre un petit peu dans tout ça. Mais c'est vraiment pas si compliqué à mettre en place. Pensez bien à nettoyer une fois que vous avez terminé d'utiliser un feature toggle. Une dernière méthode de livraison, plus sur la partie déploiement, ça va être de ne pas donner directement accès à la fonctionnalité à tout le monde, d'un point de vue un peu trafic. Gros intérêt, c'est que ça minimise l'impact si jamais il y a des soucis qui surviennent. En général, on a l'habitude de travailler avec cette manière de déployer. On appelle ça du déploiement blue-green. On a une version 1 en vert, une version 2 en jaune. On bascule à un moment T, paf, on a livré, on est sur la nouvelle version. Et ben en fait, pourquoi pas utiliser des méthodes de déploiement, par exemple la méthode Canary, qui vient de Google Chrome, je pense que vous connaissez, qui, pour bêta-tester leur navigateur, permet d'installer une version un petit peu alternative de Google Chrome, où on aura directement toutes les nouvelles fonctionnalités. Par contre, on n'est pas certain que ça soit stable. Alors plus historiquement, ça vient des mines de charbon, parce qu'en fait, le petit animal, le canari, il est plus sensible au monoxyde de carbone que les humains.
Du coup, on l'envoie pour vérifier s'il n'y a pas des fuites de monoxyde de carbone, et s'il ne revient pas, ça ne sent pas bon. Nous, du déploiement Canary dans mon contexte client, on l'a utilisé dans une grosse migration technique où on n'était pas trop sûr de ce qui allait se passer. Et du coup, on a pu vérifier est-ce qu'il y a beaucoup plus de logs que d'habitude d'erreurs ou ce genre de choses. Et finalement, ça s'est bien passé. Donc on a pu continuer dans le bon sens, mais potentiellement, on aurait pu revenir en arrière. Une autre manière de faire, ça va être l'A/B testing. Moi, j'ai jamais eu la possibilité de le faire pour l'instant. Là, on va vraiment tester une fonctionnalité, donner accès volontairement ou non à des utilisateurs à cette fonctionnalité, et puis après, on fait un choix si on veut vraiment y aller ou pas. Donc cet accès restreint, pour moi, il a un gros intérêt quand on n'est pas trop certain de ce qu'on veut faire, que ce soit fonctionnellement ou techniquement. Une livraison, c'est pas utile tant qu'on n'a rien développé. Développer des gros morceaux qu'on est incapable de tester, c'est relativement simple. Par contre, trouver quand ça vaut le coup de livrer, c'est plus complexe. Dans cette deuxième partie, je vous propose différentes méthodes pour découper les développements après la livraison. On garde le même objectif, livrer de la valeur sans trop impacter les utilisateurs. Avant ça, il y a un point important à bien avoir en tête, ce qui est une spécificité à l'informatique, c'est que notre temps d'informaticien, d'informaticienne, il ne va pas dans une seule direction, et ça, c'est super cool. Dans le monde réel, si je casse... qu'est-ce que je peux casser, là? Un écran, ça va être embêtant pour le réparer. Si je casse la prod, normalement, si je ne me suis pas trop mal débrouillé en amont, je devrais pouvoir revenir en arrière. Alors je vais tenter un truc, attention, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Oh, je crois que c'est pas normal. Merde. Comment je vais gérer la suite? Non, je sais. Ouf, j'ai une backup, c'est bon. Est-ce que ça s'est bien passé? Ouf, c'est bon, ça a bien marché. C'était la partie la plus complexe de la démo Bercy. Donc cette spécificité de l'informatique, c'est vraiment un filet de sécurité qui est super important. Évidemment, par contre, on peut perdre de la donnée si on a ce genre de truc qui arrive. En tout cas, juste faites attention à ce que vous ne cassiez pas cette spécificité. Notamment, faites bien attention à ce que 2 versions de code restent rétrocompatibles. Une première manière de découper du code, ça va être de vraiment faire du code rétrocompatible. Aujourd'hui, en réalité, c'est quasiment systématique qu'on ne soit plus dans des vrais monolithes. On a des trucs qui sont morcelés, on a des bacs, plein de bacs, tout le monde va discuter les uns avec les autres, etc. Et en fait, du coup, rien n'est instantané, notamment quand on déploie quelque chose. En fait, potentiellement, on va se retrouver à des moments où il y a des versions qui communiquent avec des versions qui n'étaient pas celles qu'on attendait. Un exemple tout bête, si vous avez un front et un back qui ne sont pas synchronisés, par exemple, un utilisateur qui n'a pas rafraîchi sa page, c'est des choses qui arrivent, et il va communiquer avec un serveur qui n'est peut-être pas en capacité de lui répondre avec le nouveau contrat d'interface. La rétrocompatibilité, c'est relativement simple à faire. Il y a 3 règles à respecter. Jamais modifier un élément qui est actuellement utilisé, jamais retirer un élément qui est actuellement utilisé, et toujours ajouter des nouveaux éléments avec une valeur par défaut. Quand je parle d'éléments, ça peut être une colonne en base de données, une table en base de données, un paramètre de fonction, un espace de stockage sur un disque dur, n'importe quoi. Si je vous donne un autre petit exemple, j'ai une API qui me permet de récupérer des articles de journaux. Pour ça, j'ai une table en base qui s'appelle article, qui contient un champ date. Ce champ date, je stocke dedans ma timestamp. Mon application marche bien, j'ai plein d'utilisateurs. On veut passer à l'international. Du coup, je vais vouloir migrer sur le format de date pour que ça marche aussi avec des articles d'ailleurs. Le choix naïf, ça serait de changer le format de toutes nos dates,
Le problème, c'est que du coup, tous les utilisateurs vont être impactés directement. Donc, ce n'est pas rétrocompatible. Du coup, si on veut faire ça de manière rétrocompatible, la manière qu'on va utiliser, c'est d'abord de dupliquer notre champ. Donc, mon champ date, il va devenir le champ date ISO, par exemple. L'ancien, on ne va pas y toucher, on va le laisser tel qu'il fonctionne actuellement, on va continuer à écrire dedans. Mais par contre, on va introduire un nouveau comportement en parallèle. On ajoute notre nouveau champ date ISO, on l'initialise à nul, et puis petit à petit, on commence à écrire dedans avec les bonnes valeurs attendues. On repasse sur tous les articles qu'il y avait jusqu'à maintenant, on leur ajoute cette fameuse date ISO. À ce moment-là, on peut marquer l'ancien champ date comme déprécié, on peut le communiquer, et puis on peut livrer. Et en fait, là, il n'y a aucun impact sur nos utilisateurs. Ensuite, on va attendre la bascule. Les consommateurs de l'API vont commencer à utiliser ce nouveau champ. On écrit toujours les deux champs, mais les consommateurs lisent le nouveau petit à petit. Alors, ça, c'est relativement simple si on a la maîtrise de ce sur quoi on travaille. Des fois, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans l'open source, ça peut durer très longtemps, cette phase-là. Et la troisième phase, qui est souvent oubliée, malheureusement, c'est de nettoyer ce qui n'est plus utile. Si on est satisfait de la stabilité, qu'on a remarqué que les utilisateurs ils ont bien basculé, tout ça, ben on va pouvoir en fait supprimer notre champ date, on n'en a plus besoin. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va avoir un breaking change qui va être introduit. On peut quand même revenir en arrière s'il y a des soucis, mais potentiellement ça peut nous embêter. Si on veut faire des déploiements et des retours en arrière fréquents, il faut bien prendre en compte ces problématiques de rétrocompatibilité. Une autre manière de découpage technique, qui est celle que je pense que j'ai le plus connue, c'est de séparer les équipes en deux avec un découpage par exemple pour une équipe back, une équipe front. Souvent, c'est parce que les gens qui font du back-end ne veulent pas faire de JavaScript, mais ce n'est pas le sujet. Pour moi, ça peut être pertinent comme découpage, notamment si l'API est un produit. Ben, en fait, on a tout intérêt à avoir vraiment des gens responsables de ce produit. Par contre, attention au contrat d'interface. Si le front il migre d'abord, mais que le serveur il l'a pas fait encore, eh ben, il ne va pas pouvoir communiquer avec le serveur. Donc il y a un effort de synchro fort supplémentaire entre le front et back pour bien garantir ce contrat. Attention donc aux silos, aux dépendances et à l'ordre de livraison, mais bon, ça vous l'avez compris avec la rétrocompatibilité. Aujourd'hui, moi je suis dans un contexte où je suis plutôt full stack, et je trouve que ça reste une bonne pratique pour former les nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, de commencer par travailler sur le back-end, de livrer ce truc-là. Donc on a déjà de la valeur sur l'API potentiellement. Et puis après on passe sur la partie front, et du coup ça permet vraiment de se concentrer sur des petites choses petit à petit. Un des soucis avec ça, c'est que c'est difficile de tester en end-to-end, donc d'avoir vraiment une fonctionnalité complète. Potentiellement on a besoin d'outillage technique pour pouvoir tester. Une autre manière de découper, ça va être de découper par tranche fonctionnelle. On va penser MVP, on va penser vraiment de la valeur minimale. Qu'est-ce qui est testable par un utilisateur, par le produit, par un testeur, etc. Sans outillage idéalement. Ça, c'est un truc sur lequel on peut s'entraîner avec un kata, qui est l'éléphant de Carpaccio. On va vous donner une tâche à réaliser. Puis toutes les 7 minutes, on va vous donner une nouvelle user story qui va un peu remettre en question ce que vous pensiez jusqu'à présent. Du coup, ça vous oblige à découper vraiment très finement. Petite démo. Alors, je crois que à Tours, vous aimez bien la nourriture. Ben, ça tombe bien parce que dans Minecraft, il faut aussi manger. Alors, malheureusement, on ne peut pas faire des rillettes. Par contre, on peut cultiver du blé, par exemple, pour faire du pain. Ce que je vais vouloir faire, c'est essayer que ce soit le moins pénible possible de se nourrir. Et donc je vais faire en plusieurs étapes. Je vais d'abord faire une ferme manuelle où je vais aller planter mon blé. Et puis ensuite, je vais l'automatiser petit à petit. Donc là, je vais faire une première itération qui aura déjà de la valeur pour l'utilisateur, où je vais tout simplement faucher un champ et puis mettre mon blé en place. Je vais attendre un petit peu que ça pousse pour vous montrer ce que je disais. Voilà, donc là je retrouve ça, hop. Et donc là je me fais un petit morceau de pain. Alors je vais replanter pour la suite, mais
Ça, ça apporte déjà de la valeur aux utilisateurs, c'est testable, et donc je peux l'envoyer en prod. Maintenant, c'est bon. La deuxième étape va être d'automatiser ce truc-là. Pour ça, je vais utiliser encore un petit peu plus de trucs d'électronique, entre guillemets. Je vais utiliser un bloc qu'on appelle le piston. Le piston, il va me permettre de bloquer une source d'eau. En fait, un piston, je peux l'actionner, par exemple avec un levier. Je peux faire on-off, et vous voyez, il s'étend ou il se rétracte pour pousser des choses. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour bloquer une source d'eau, la source d'eau qui va me permettre de récolter le blé, automatiquement. Hop. J'ai l'air un peu nul comme ça, mais c'est parce que j'ai du délai. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais actionner mon courant et je vais le transmettre avec un truc qui s'appelle la redstone. Et ça, je vais pouvoir donc actionner mon piston grâce à ça. Alors je vais éviter de me bloquer dans le bloc. Tac, voilà. Donc là, je vais mettre une source d'eau. J'ai mon piston qui est étendu, qui bloque la source d'eau. Et quand j'active mon levier, je vais tout récolter. Voilà, je peux replanter éventuellement et puis faire la suite. Donc là, j'ai amélioré la fonctionnalité que j'avais jusqu'à présent. Hop là, pardon. Donc ça, vous l'avez compris, l'idée c'est de pouvoir tester de bout en bout par n'importe qui. Ça nécessite du recul, du contexte fonctionnel et technique pour construire les tranches qu'on va vouloir faire. Toujours garder les points d'attention sur la rétrocompatibilité, notamment lors des déploiements. Je suis obligé de parler de découpage aussi de fonctionnalités endettées parce que dans nos contextes, en réalité, on a souvent une perte de maîtrise. On n'a plus de connaissances en interne, on a des collègues qui sont partis, on a des frameworks qui sont plus à jour. On reprend du vieux code, c'est vraiment le quotidien de notre monde. Et du coup, quand on retombe sur des fonctionnalités comme ça, on a un risque de casser un fonctionnement historique. Alors c'est une discipline qui est complètement à part entière, vous trouverez plein de conférences sur le sujet. Juste en 2 mots, un truc qui est important quand vous retombez sur un contexte comme ça, c'est de tester en acceptance, tester le plus globalement possible, de manière automatisée. On parle de characterization test ou de golden master test. Et puis on peut se poser la question, pourquoi en fait pas réécrire ce qu'on est en train d'essayer de faire évoluer? Faites attention à ça, par contre, il y a plein d'entreprises qui ont essayé. Par exemple, Microsoft, quand ils sont passés de XP à Vista, ils ont passé un petit bout de temps pour faire cette migration. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Donc ça leur a coûté des millions de dollars. Et puis finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'utilisateurs à la fin. Si votre souhait, c'est de reprendre du contrôle sur une fonctionnalité, je vous propose 2 stratégies. Vous en faites ce que vous voulez. Première stratégie, ça va être d'abord de rajouter la nouveauté, puis de refacto. Donc, c'est plus dangereux parce que vous n'avez pas le contrôle au départ. Le dev va être plus lent parce que c'est endetté, mais la nouvelle fonctionnalité risque d'être là plus rapidement que si on avait fait le refacto avant. Ouais. Une deuxième stratégie, ça va être de d'abord faire le refacto avant de faire la nouveauté. Donc là, vous allez reprendre du contrôle directement sur la fonctionnalité que vous ne maîtrisiez plus et ensuite rajouter des nouveautés qu'on attendait. Donc ça a de la valeur utilisateur beaucoup plus loin, potentiellement, mais au moins vous savez ce que vous faites. Ça peut être intéressant. Donc je vous ai présenté un bagage de méthodes, de livraison, de réalisation. Donc on est mieux équipé pour attaquer des choses grosses et les découper finement. Alors cette troisième partie, moi c'est un petit peu la genèse de Stalk. C'était une question qui m'obsédait. Je me posais la question, c'est quoi la taille de l'eau idéale, le truc qui va faire que ce sera le plus efficace au quotidien. Quand je parle de l'eau, je parle de pull request, de merge request, de commits, de fonctionnalités. Ça peut être n'importe quoi. Quand je me pose cette question-là, je peux que n'avoir en tête ça. C'est un truc qui revient souvent. 10 lignes de code revues, 10 défauts détectés. 500 lignes de code revues, bon, c'est bon, ça passe, on va en prod. Alors moi, je ris un peu jaune quand je vois ça, parce que c'est quelque chose que j'ai réellement constaté. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi, ça m'est arrivé.
Alors, le truc qui est intéressant, c'est que je suis loin d'être le seul à me poser la question. Il y a plein de gens qui ont étudié ce phénomène. Et notamment, c'est pas récent, Cisco, entre 2005 et 2006, ils ont fait une étude qui a duré 10 mois sur 50 développeurs à distance, à travers tous les États-Unis, qui ont travaillé sur 2500 revues de code et 3,2 millions de lignes de code. Ils ont mesuré 3 choses: le temps de revue, le nombre de défauts détectés dans la revue et le nombre de lignes de code. Alors, ce n'était pas dans GitHub, GitLab, ils avaient un outil, à l'époque, je pense que ça n'existait pas. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que la proportion de densité de défauts par ligne de code, elle est inversement proportionnelle au nombre de lignes de code. Si je le dis différemment, moins il y a de lignes de code, plus la densité de défauts détectés est forte. Donc probablement que meilleure est la qualité. Donc si je lis ce graphique-là, moi, ça va dans le sens de la blague qu'on voyait juste avant. Si on reprend un petit peu les conclusions qu'ils en tirent dans leur étude, qui est dans leur contexte évidemment, c'est qu'ils disent plus la revue est grosse, plus la qualité diminue. Et ce qu'ils conseillent, c'est maximum 400 lignes de code par revue. C'est bien, c'est un truc qui est relativement facile à actionner, ça. Ça devrait correspondre normalement à peu près 1h30 de revue. Et ça permet de détecter 70 à 90% des défauts dans un lot qu'on essaierait d'envoyer. Ils conseillent aussi un maximum de 500 lignes de code revues par heure, parce que si on va plus vite que ça, on a une grosse chute de détection des défauts. Donc éviter de faire des revues trop longues, ça c'est un point important. Il y a des études un petit peu plus récentes sur le sujet, mais je trouvais celle-là elle était intéressante. Et en tout cas, moi, en lisant toujours ce truc-là, je me dis la solution elle est évidente. Bah, je vais faire des toutes petites PR. Je vais faire plein de petites PR et je vais vraiment abreuver tout le monde de petites PR. Et ça va permettre de maximiser la qualité notamment. Alors moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Quand j'arrive dans un nouveau contexte, par exemple, ça me permet de savoir où je mets les pieds, de voir un peu comment les gens réagissent à ce genre de choses et de prendre les premiers retours avant d'attaquer des plus gros sujets. Alors, il y a plusieurs sources qui promeuvent cette manière de travailler, de diminuer la taille des lots. Le truc, c'est que c'est vachement bien à l'échelle d'une PR, mais en fait, il faut prendre un petit peu plus de recul que ça. La question que je me posais, elle n'était pas tout à fait correcte au départ. En réalité, ce n'est pas gratuit de proposer un lot et c'est oublier une partie du problème. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir au coût d'un lot, donc une PR par exemple, en fonction de sa taille. Ce qu'on a identifié juste avant, c'est un coût de stockage. Plus le lot qu'on partage est gros, plus le risque de revenir en arrière, si on doit revenir en arrière, est grand. Plus la review est lente, car elle nécessite du temps. Aussi, je ne sais pas si vous c'est votre cas, moi quand j'ai des PR où il y a 1000 lignes de code, mon ordi il est en galère totale, pourtant j'ai un bon ordi normalement. Plus le risque de ne pas détecter les défauts est grand aussi, et donc moins bonne est la qualité. Plus le risque de conflit est grand, et puis globalement, ça va être compliqué. En complément de ce coût de stockage, on a un coût de transaction, parce qu'un lot, ce n'est pas gratuit à proposer. En fait, l'action de réfléchir à comment est-ce qu'on va découper, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la synchro potentiellement. Le temps qui est nécessaire à ouvrir, maintenir, merger la PR, c'est aussi un truc impondérable. Planifier et exécuter des tests, que ce soit en CI ou avec des humains, pareil, ça va coûter du temps, de l'argent, potentiellement beaucoup d'argent. Faire popper des environnements à la demande quand on crée notre lot, ça va aussi demander du temps et de l'argent. Des fois, on a même besoin d'éléments extérieurs pour valider nos lots. Donc si on regarde uniquement cette courbe rouge, on peut se dire, pour minimiser ce coût de transaction, on a tout intérêt à faire les lots les plus gros possibles. Et donc si on additionne les deux, on va obtenir une courbe de coût total. Et donc, on peut obtenir coût optimal. Alors, gardez bien en tête, il n'y a pas d'unité sur les axes, c'est vraiment très contextuel, ça dépend. Mais en tout cas, on peut réfléchir sur cette taille de lot optimale. Et notamment, ce qu'on peut faire, si on veut avoir de l'impact, ça va être de baisser le coût de transaction minimum. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de choses qui permettent de le faire. Souvent, ça passe par de l'automatisation. La création de tickets, par exemple, peut-être qu'on peut les automatiser, ce truc-là. La création d'environnements à la volée, plutôt que d'avoir des gens qui vont aller bidouiller les serveurs, je ne sais quoi, on peut le faire automatiser. Si on prend encore un petit peu plus de recul,
Moi, souvent, j'ai connu des contextes où on travaillait avec des pull requests, on faisait de la revue asynchrone, je finissais un truc, je l'envoyais, etc. Mais en fait, il y a d'autres manières de travailler. Notamment, un premier axe de réflexion que je vous livre, c'est de limiter les revues asynchrones. Ça, souvent, c'est le process de revue asynchrone qu'on va trouver dans les entreprises. On a Emma qui travaille sur son ticket, qui demande une revue à Lucas qui est sur autre chose. Le temps qu'il prenne connaissance du truc, il y a du contexte switching. Emma commence autre chose, elle attend, elle prend les retours, elle traite. C'est pas du tout efficace. Ce que vous voyez sur la dernière ligne, en gris, c'est le temps d'attente, qui n'apporte pas de valeur donc, à ce qu'on est en train de faire. Et en jaune, c'est vraiment le temps effectif passé sur le sujet. Alors c'est quelque chose qui est très connu dans la littérature, notamment la loi de Little dit que plus on augmente le nombre de sujets en parallèle, plus le stock augmente, et donc plus le débit de production diminue. C'est un peu contre-intuitif comme conclusion, mais du coup, il prône de moins paralléliser. Ce schéma, il vient d'un speaker qui s'appelle Dragan Stefanovic, qui met de la mayo sur ses pizzas, mais ce n'est pas le sujet. Il a étudié les effets de la revue asynchrone sur les tailles de PR, et les effets de l'asynchrone globalement sur la livraison. Et en fait, ce qu'il tire comme conclusion, lui, qui est très personnel, et un peu dogmatique, c'est qu'en fait, ce qu'on devrait faire, c'est revoir instantanément, ensemble, chaque ligne de code. Et ça, c'est un outil qu'on connaît, qui s'appelle le pair ou le mob programming. Il y avait une conférence ce midi sur le mob programming, et je verrai insister dessus. Un bon moyen de rentrer dans ces manières de travailler, c'est de faire de la mob review, de se mettre tous ensemble dans la même salle, les développeurs d'une même équipe, pour discuter de ce qu'on est en train de faire, avec quelque chose de concret. Soyez prêts à prendre du recul, des retours, des fois qui peuvent être un peu durs si on est attaché à ce qu'on fait, donc vraiment, essayez de vous détacher de ce que vous produisez, de vous, votre personne. Un deuxième axe de réflexion, si on veut encore itérer plus vite, mon point c'est, est-ce que dans certains cas, est-ce qu'on ne se prendrait pas un peu trop la tête? Est-ce que la peer review, elle est vraiment nécessaire pour la moindre ligne de code, le moindre truc qu'on va vouloir changer? Est-ce qu'on est vraiment des super scientifiques au point de ne pas être capable de bouger si tout le monde n'est pas là au moment où on a besoin d'avancer? En fait, ça, c'est des trucs qu'on fait quotidiennement, d'aller plus vite. Par exemple, quand on fait du Jira ou du Confluence, on ne va pas aller demander une revue avant de livrer quelque chose, entre guillemets. Et c'est un truc qu'on connaît bien dans le monde réel, avec Wikipédia. Eux, ils permettent de contribuer à des articles, de créer des nouveaux articles, n'importe qui, par n'importe qui, n'importe quand. Et directement, ça part en prod. Évidemment, il y a un process de modération derrière, mais dans l'idée, il n'y a pas de blocage dans le processus. Et ça marche plutôt pas trop mal, je pense que tout le monde le connaît dans la salle. Si on veut minimiser la taille des branches, il y a plein de méthodes qui existent. Vous connaissez sûrement Gitflow, renseignez-vous peut-être sur le trunk-based development si vous ne connaissez pas déjà. L'idée, ça va être d'avoir des branches de travail qui vont être le plus courtes possible, idéalement moins d'un jour. Ça peut nous amener petit à petit vers du déploiement continu. Moi, ce que j'entends par ça, c'est chaque merge de PR, par exemple, ça peut partir en production. Il y a des contextes qui sont plus ou moins adaptés pour ça. Un des avantages importants, c'est que la mise en production, du coup, c'est plus un événement. Le retour en arrière parce qu'on s'est planté à un moment, c'est plus un événement non plus parce qu'on en a beaucoup plus. Du coup, on a une baisse de contrôle sur ce qu'on envoie. Donc, il faut faire attention. J'insiste bien dessus. Il faut être confiant dans la qualité de ce qu'on produit pour ne pas tout exploser. Donc, les tests automatisés, par exemple, et puis tous les process de revue restent importants. Pourquoi je pense que c'est important de découper finement? Pour moi, apporter de la valeur régulièrement, échouer le plus rapidement possible et réfléchir ensemble à la conception. Je vous ai présenté tout un tas de méthodes. Le choix de la méthode adaptée dans notre contexte, il est complexe. On peut avoir des réponses différentes, même dans une même entreprise, selon qu'on s'adresse à un outil interne, externe, du back-office, un truc public, peu importe. Et des fois, on peut aussi changer de méthode en cours de route, en réalité. Ce qui est important pour moi, c'est de prendre du recul, si on s'enfonce, de ne pas être dogmatique, de garder un esprit critique. Si vous devez retenir quelques informations de ma présentation aujourd'hui, moi ce que j'aimerais que vous en reteniez, c'est d'assumer qu'en fait ce qu'on fait au quotidien, que ce soit notre produit ou la base de code, c'est vivant. Des fois, on n'a plus tout à fait tout le contrôle.
Des fois, ça pète. Des fois, c'est pas si grave. C'est OK de se tromper. Des fois, il y a un truc qui n'est pas fini. C'est pas grave, on le finira demain. Une autre chose, l'APR, ce n'est pas le seul moyen d'itérer. Vous pouvez aussi réfléchir avec d'autres méthodes. Grâce à tous ces outils que je vous ai montrés, avec une forte exigence en qualité, je réinsiste dessus, vous gagnez une confiance accrue dans ce que vous envoyez en prod. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de gagner en confiance en itérant davantage. Je vous remercie et je vous laisse avec mes sources. Alors il reste 3 minutes si jamais il y a peut-être une question ou deux. Ou sinon, n'hésitez pas à venir me pinguer. Hein. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Hop. Le QR code là. Pensez à tous les speakers qui parlent aujourd'hui. Donnez-leur des retours pour la construction de leur talk et tout ça, c'est vachement intéressant. N'hésitez pas à utiliser cet outil, c'est sympa. Je crois que je vous ai tous tués, mais n'hésitez pas à venir me chercher, me chercher dans la conférence après, on pourra discuter si ça vous intéresse. Merci.